Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Opinion. Pour ce numéro, nous recevons sur ce plateau l'honorable député Hélène Tine, membre du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale. Bienvenue à vous, honorable. Merci beaucoup, Ndeye Fatou. C'est un plaisir pour moi de venir donc à votre émission. C'est partagé. Et je voudrais rendre grâce à Dieu, mais aussi saluer tous les Sénégalais, les Sénégalaises et les Sénégalais, remercier Walfadjri, son directeur général Sidi Lamine Niasse et tout le staff de nous donner cette opportunité et pour tout le travail que vous faites et qui contribue à renforcer la démocratie sénégalaise. Merci pour ces encouragements. Hélène Tine, bien sûr, vous êtes députée à l'Assemblée nationale depuis 2012, membre du mouvement M7, Mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail, conseillère départementale à Thiès. A-t-on dit l'essentiel? Je pense qu'on a dit l'essentiel. Je suis juste membre d'un mouvement qui a été mis en place avec d'autres amis pour que nous puissions contribuer à mettre l'éthique au cœur de la politique. Et surtout contribuer aussi à faire de telle sorte que notre pays puisse travailler davantage. Vous pensez qu'on doit assainir les mœurs en politique? Mais absolument, absolument. Je suis d'autant plus convaincu qu'aujourd'hui, nous avons vu depuis la première alternance, et cette alternance aussi n'est pas à l'abri, d'affaires qui éclatent aussi bien dans le domaine économique que dans le domaine social, que dans la façon dont sont gérés, dont est géré en fait le pays. Et je pense que c'est parce qu'aujourd'hui il y a des questions d'éthique, pas seulement chez les politiques, pas seulement chez les politiques, que nous devons en fait faire de telle sorte que l'éthique et la morale puissent donc chez qui d'autre par guider. Exemple? Mais vous savez que le rapport sur la corruption a montré que ce ne sont pas seulement les politiques, c'est-à-dire dans les institutions politiques qu'on trouvait la corruption, mais on le trouvait aussi chez, par exemple, les hommes en tenue. On le trouve aussi dans d'autres secteurs, les secteurs économiques et autres. Et c'est effectivement une question de morale. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la corruption constitue une plaie pour nos économies, une plaie pour par rapport au retard que nos pays ont dans le développement. Pourtant, parce que les ressources qui devaient aller dans le développement du pays, qui devaient améliorer les conditions de vie des populations, sont malheureusement accaparées par une minorité et cela est quand même très grave. Donc c'est pour montrer que ce ne sont pas seulement les politiques. C'est vrai, ce rapport aussi a montré que le Parlement aussi faisait partie des institutions qui étaient frappées par la corruption et d'autres. Mais je pense que je salue la création de l'OFNAC. C'est notre législature qui a voté donc la loi mettant en place cette institution-là. Et je pense que ça relevait de la volonté politique du président Macky Sall de faire des pas en avant pour lutter contre la corruption. Est-ce que ça c'était en 2000, ça c'était donc c'était il y a 3 ans. Mais maintenant nous avons des craintes et nous voudrions en tout cas être rassurés par le président lui-même, parce que nous avons vu ce qui est arrivé à l'OFNAC tout dernièrement. Aujourd'hui, savez-vous que l'OFNAC est décapité complètement. Comment? La présidente a été, on va me dire qu'elle a terminé son mandat de 3 ans. Elle a été remplacée. 2 mois après, le premier vice-président a été remplacé. Cela est grave pour une institution. En réalité, il faut une mémoire pour continuer le travail. Et quand on enlève la présidente, le premier vice-président, mais cela va nécessairement Il y a aussi d'autres enquêteurs qui ont été... Mais cela va impacter, c'est cela, va impacter sur
l'élan que l'OFNAC avait eu à prendre. Et c'est vrai, j'ai entendu dire que des enquêteurs ont été remerciés, qui travaillaient sur des dossiers sur lesquels les Sénégalais aujourd'hui attendent des réponses. Et cela ne nous rassure pas. Je pense, et je le dis, qu'aujourd'hui, nous devons revoir la loi sur l'OFNAC pour que les mandats, au lieu de faire des mandats de 3 ans renouvelables, que les membres de l'OFNAC puissent avoir un mandat de 6 ans. Vous savez, le médiateur... C'est à l'image de la Cour des comptes. À l'image de la médiature de la République. Parce que je pense que si cela est important pour ces institutions, cela devait l'être d'autant plus pour l'OFNAC qui travaille sur des questions pernicieuses. Et c'est pourquoi je pense que leur donner un mandat de 6 ans, laisser l'équipe faire un excellent travail, je pense que c'est cela qui devait, en tout cas je pense, c'est mon avis. Oui. Et l'autre chose, c'est que nous avons, après avoir décapité l'OFNAC, on va me dire que c'est des mandats qui arrivaient à terme, mais je pense que l'OFNAC quand même a grandi très vite, a fait des résultats que personne ne peut occulter, et je ne comprends pas pourquoi on devrait remercier des gens qui auraient bien fait leur travail. Vous voulez nous amener au concept selon lequel on ne change pas une équipe qui gagne? Effectivement. Par ailleurs, nous avons constaté dans le budget de cette année que le budget de l'OFNAC est retourné à la présidence de la République. Parce que l'année dernière, nous avons eu à féliciter le gouvernement d'avoir donné une autonomie à l'OFNAC, qui avait son budget comme la Cour suprême, comme d'autres institutions de la République, et c'était un budget de 1,3 milliard. Cette année, dans le budget du Sénégal que nous allons examiner dans les prochains jours, l'OFNAC est retourné à la présidence dans le budget de la présidence de la République. Le budget a baissé sensiblement de 400 millions environ, parce qu'il y a un budget de transfert de 1,2 milliard et un budget pour les dépenses de personnel de 580 et quelques millions. Oui. Mais cela aussi ne nous rassure pas, parce que je ne comprends pas pourquoi on a reculé d'une année à l'autre après avoir décapité l'OFNAC. Oui. Avec tous les scandales qui éclatent aujourd'hui. Vous doutez de l'autonomie de l'OFNAC? Non, l'autonomie de l'OFNAC, parce que c'est comme s'il y avait, en tout cas, des velléités d'avoir l'OFNAC à l'œil, de le prendre, de le perfuser financièrement. Et je pense que cela ne milite pas en faveur en tout cas, d'une bonne prise en charge de cette question qu'est la corruption et la concussion. Et pour terminer sur l'OFNAC, je voudrais signaler que le premier rapport de l'OFNAC, qui a été salué par tous les Sénégalais, a mis le doigt sur des faits très graves. Et aujourd'hui, nous ne savons pas si ces questions-là vont aboutir. Qu'est-ce que cela va devenir? En tout cas, nous avons confiance en la justice de notre pays et nous pensons que ces dossiers qui ont été donc remis à la justice de notre pays vont être traités. Oui. Ouais. En parlant de budget, comment réagissez-vous quand certains de nos confrères nous informent que le président de la République nous coûte 200 millions de francs CFA par jour? Bon, vous savez, en fait, c'est une question sur laquelle je pense que nous devons aussi davantage nous pencher. Nous avions appelé à une gestion sobre et vertueuse. Bon, la gestion vertueuse, on a dit il faut qu'on mette l'OFNAC là. Le président a dit l'OFNAC est là pour se pencher sur la gestion de ceux qui sont actuellement au pouvoir. Donc la gestion vertueuse, il faut que cet instrument qui doit être un rempart pour la gestion vertueuse soit sauvegardé, soit renforcé. Maintenant, la gestion sobre, aujourd'hui, c'est là que vous semblez évoquer en disant que le président de la République coûte 200 millions par jour. Oui. Je n'ai pas
examiner de fond en comble le budget de la présidence, mais je sais que aujourd'hui, sur la question des fonds politiques que nous avions dénoncé sous Wade, nous avons vu qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement de ce point de vue-là. Il n'y a pas eu de baisse? Depuis Wade, c'est le même montant. Et nous l'avons tous dénoncé. On me dira que peut-être que le président, on est dans un contexte qui a évolué, qu'en avant 2012 et maintenant, il y a peut-être il y a des en tout cas, on ne va pas dire que le baril du pétrole a haussé. Mais en tout cas, ça veut dire que, bon, je m'attendais personnellement que par rapport à la gestion sobre, que de la même façon que le président de la République a opté pour que la fête de l'indépendance du Sénégal ne soit pas célébrée avec faste pendant 2 ans, pendant les 2 premières années ou les 3 même de son magistère, qu'ils disent, OK, nous avions pensé que les fonds politiques pourraient être revus à la baisse. Ça n'a pas été le cas. Mais, en tout cas, en examinant certainement le budget du cabinet, l'autre chose, c'est que j'ai constaté effectivement qu'il y avait beaucoup de postes. On est parti d'une promesse de 25 ministres à aujourd'hui, je peux dire qu'on a au moins, je sais que les ministères dont on va voter le budget sont aujourd'hui 32 ministères. Au total 32 ministères. Sans compter les ministres 32 conseillers. Ministères techniques et de souveraineté. Sans compter les ministres conseillers, sans compter les secrétaires d'État, sans compter en tout cas les ministres tout simples, les ministres d'État. Il y en a 3 au moins. J'ai vu dans le dossier qu'il y avait au moins 3 ministres d'État, sans compter les ministres envois spéciaux. En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'on en est à plus de 50. Cela aussi ne contribue pas à une gestion sobre. Donc, c'est pour dire que je pense qu'aujourd'hui, en tant que membre, je demeure encore membre de la mouvance présidentielle à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, je suis dans le groupe parlementaire et je pense que je suis en phase avec le Premier ministre qui disait tout à l'heure, lors de la séance des questions d'actualité, en clôturant la séance, que c'est avec les critiques, par les critiques constructives et objectives que nous allons avancer. Et qu'il fallait laisser les gens porter. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et moi, je pense que s'il y a des choses qui sont positives, je les salue. Je les salue parce que je pense que dans le budget de la présidence, si les gens ont inclus par exemple le budget des bourses familiales, on ne peut pas dire que c'est dans les 200 millions du président de la République. Parce qu'il y a 30 milliards dans le budget de la présidence qui vont aux bourses familiales. Pourtant, on dit que c'est un programme politique. Moi, je suis convaincu que ce n'est pas un programme politique. Oui, mais à l'Assemblée nationale, je suis convaincu et je salue cette mesure-là. Parce que vous savez, le niveau de pauvreté est extrême dans notre pays et c'est important que les familles les plus pauvres puissent être soutenues. Et pourquoi ne pas créer des emplois ou bien soutenir le privé? Mais le privé, je pense que ça, c'est des mesures qui, pour venir des filets sociaux, pour toucher les plus pauvres. Les plus pauvres dont les enfants n'auront peut-être pas les mêmes chances pour aller à l'école, pour se soigner, pour manger. Qu'est-ce que leurs parents peuvent faire avec le privé? Est-ce qu'ils pourront accéder à des emplois dans le privé? Si donc, on crée des industries ou bien des entreprises. Mais vous savez, ça dépend des milieux. Oui, mais à l'Assemblée nationale, honorable député, on va y rester avec cette Assemblée qui vient de démarrer une nouvelle session parlementaire. Espérez-vous que celle-là vaudra mieux que les autres? En tout cas, je pense que nous avons vécu l'année dernière une session houleuse, tumultueuse. Et je pense que nous en avons gardé de mauvais souvenirs, nous tous, qu'on soit de quelque groupe, de quelque bord que nous soyons.
parce que nous étions engagés pour une assemblée de rupture. Et cette année, oui, je pense qu'on a, avec l'entente qu'il y a au sein du groupe libéral et démocratie, qui a permis à notre sœur Aïda Mbodj de prendre la direction du groupe parlementaire, ce qui est légitime, ce qui est tout à fait légitime. Nous la félicitons, nous l'encourageons. Et en tant que femme, après notre sœur de Thiès, qui a été présidente de groupe parlementaire dans la 11e législature, elle aujourd'hui, elle le devient. Je pense qu'elle va porter haut oui, le flambeau pour les femmes sénégalaises. Donc, ça a permis de décanter la situation. Parce que vous savez, le Premier ministre est venu, ça fait 10 mois qu'il n'est pas venu faire cet exercice-là, qui est une disposition du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, donc une disposition juridique que le gouvernement doit respecter. Et qui devait se faire chaque mois. Qui devait se faire chaque mois. Mais pendant 10 mois, et je pense que cela relève aussi du fait que le climat à l'Assemblée nationale n'était pas propice à cet exercice, parce que sa dernière sortie a été houleuse, parce que les libéraux, en tout cas le groupe libéral et démocratie, a plus ou moins s'est fait entendre. Donc aujourd'hui, je pense que nous, en tout cas ce que j'ai constaté depuis l'ouverture, oui, ce que j'ai constaté aujourd'hui lors de la première rencontre, de la première plénière que nous venons d'avoir pour les questions d'actualité, oui, montre que nous pouvons terminer en beauté cette législature-là, pour laquelle il reste 7 mois, que si nous mettons les intérêts supérieurs des populations de l'avant, oui, si nous évertuons à chercher à représenter dignement le peuple sénégalais. J'ai vu l'opposition aujourd'hui toucher du doigt des questions importantes. La question de la déforestation en Casamance, oui, avec le massacre. On va y venir, mais vu que c'est la dernière session avant les législatives, après tout ce qui s'est passé, pensez-vous que les Sénégalais seront emballés par les échéances qui se profilent? Je pense qu'il y a de quoi avoir des craintes. Parce que nous avons, en 2012, je ne me rappelle plus du taux de participation, oui, mais ce n'était pas très fameux. Nous sortions du 23 juin. C'était vers les 30%. 35%, je pense, si je ne me trompe. Ça faisait à peine 35%. Ouais. Et nous sortions, c'est vrai, du 23 juin, avec tout ce qui s'est passé devant le Parlement. Et nous étions engagés à apporter les ruptures nécessaires, à donner une autre image du Parlement. Malheureusement, il y a des choses qui ont été faites, d'autres ne l'ont pas été. Il y a des rendez-vous manqués, beaucoup de rendez-vous manqués. Maintenant, je pense que ce sera au peuple sénégalais d'en décider. Mais ce que je leur dirais, c'est que de toute façon, il faut que le peuple lui-même assume ses responsabilités et puisse faire de telle sorte que ce Parlement-là puisse être un Parlement tel qu'ils le veulent, un Parlement attentif à ses préoccupations, ouais, un Parlement qui ne va pas être un Parlement juste à la solde de l'exécutif, mais un Parlement vraiment attentif aux préoccupations des populations, un Parlement qui, au-delà de voter seulement les lois, parce que cela fait partie, c'est de notre première, c'est notre première responsabilité, au-delà que ce soit un Parlement qui va exercer donc le contrôle, donc ces autres prérogatives comme le contrôle de l'exécutif, comme l'initiative des lois, parce que nous n'avons voté qu'une seule proposition de loi. C'est cette proposition de loi qui a changé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et qui nous a valu, in fine, tout ce qu'on a vécu l'année dernière. Oui. Donc, nous attendons, c'est au peuple de s'assurer. Et je pense que certains l'ont dit, il faudrait que dans la marche démocratique de notre pays, que nous pensions à revoir le mode de désignation de nos députés.
on a deux listes, on a le mode de scrutin, on a un scrutin majoritaire, un scrutin majoritaire au niveau départemental, oui, et un scrutin, le fameux Raw Gadu au niveau départemental, oui, et un scrutin donc sur la liste nationale proportionnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on ait résolument, je suis en phase avec l'opposition, pourquoi pas ne pas aller à un scrutin au niveau départemental à plusieurs tours, parce qu'il faut éviter le Raw Gadu, mais que ce soit les départements, les gens qui choisissent, les députés, sont choisis à la base, qu'ils soient choisis à la base, oui, et qu'ils puissent représenter réellement les populations à la base. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est cela aussi, on est en marche, et dans la marche de la démocratie sénégalaise, je pense qu'on y arrivera certainement pour renforcer le pouvoir exécutif dans notre pays, le oui, pouvoir législatif du moins dans notre pays. Tout de même, dès l'entame de la session, un bruit, pas des moindres, bourdonne dans vos murs. Il s'agit de la procédure de levée de l'immunité parlementaire du député socialiste Barthélémy Diaz, qui a été enclenchée. À propos, comment accueillez-vous sa convocation au niveau du tribunal de Dakar? C'est une question qui nous touche effectivement nous tous, parce qu'il s'agit d'un collègue qui a aujourd'hui, qui est d'abord aussi un citoyen. Il y a effectivement des dispositions dans la constitution de notre pays, dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui font que le député a une immunité et que pour le convoquer en justice, il y a une procédure à suivre. Dans cette affaire-là, je pense que l'intéressé, en tout cas moi personnellement, je le confirme ici, a demandé depuis mai 2014 à ce que son immunité parlementaire soit levée pour qu'il puisse aller répondre à la justice. Cela veut dire qu'il veut que ce procès-là se fasse. Je pense que la famille de la victime, j'en profite pour m'incliner donc sur la mémoire de Feu Ndiaga Diouf. C'est un citoyen de ce pays, c'est un fils de ce pays, et nous avons un devoir de mémoire envers lui, et nous avons un devoir pour rendre justice et que justice soit faite, soit en faveur ou en défaveur. Il faut que la justice décide. Et je pense que notre collègue Barthélémy Diaz aujourd'hui voudrait que la justice se prononce. La famille voudrait que la justice se prononce. Donc je ne vois pas en quoi on ne devrait pas aller de l'avant sur cette question-là. Oui. Ce qui nous étonne, c'est que c'est une question qui relève, en fait, c'est une question qui est là depuis 5 ans. Pendant 5 ans, on a laissé cette question en latence. Oui. Qu'est-ce qu'on attendait pendant 5 ans pour que cette question soit vidée? D'ailleurs, il avait rédigé une lettre depuis 2014. Depuis 2014, il a demandé à ce qu'on lève son immunité parlementaire. Qu'est-ce qu'on attendait? Ce qui est troublant, c'est que cette convocation et la relance du dossier coïncident justement avec des prises de position de Barthélémy Diaz qui ne sont pas en faveur du pouvoir. Et cela aussi est troublant. En tout cas, nous faisons confiance en la justice de notre pays et nous demandons à ce que cette question soit vidée et que la justice, que ce soit une justice impartiale qui va décider de l'issue de ce procès-là. Dans cette affaire, vous soupçonnez des relents politiques? En tout cas, même si c'est une affaire judiciaire. On a l'impression, en tout cas, il y a de quoi avoir une nausée, parce que ça coïncide quand même depuis 5 ans. Et je pense que Barthélémy Diaz, en tout cas de toute façon, a des éléments probants, parce qu'il a des témoins qui l'ont défendu depuis lors, dont le président de la République, dont le leader de son parti, qui l'ont défendu. À l'époque, les éléments sont là, et je pense que de toute façon, nous, ce que nous demandons, et je pense que l'Assemblée va se prononcer, parce que la commission des lois va se réunir incessamment pour mettre en place la commission ad hoc qui va entendre Barthélémy Diaz pour la levée de son immunité parlementaire. Je peux dire que ça doit être une promenade de santé, parce que
l'intéressé avait demandé à ce qu'on lève son immunité. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est qu'on l'ait convoqué et qu'on ait fait tout ce bruit-là autour de la convocation, tout en sachant que monsieur est député et monsieur est couvert par une immunité parlementaire. C'est comme s'il y avait une intention de créer un bruit organisé dans ce contexte-là où c'est la question du pétrole et du gaz qui empeste l'atmosphère dans ce pays. Après un temps d'arrêt, Madame Hélène Tine, le chef du gouvernement s'est invité dans vos débats pour répondre aux questions d'actualité. Dans ce cas, est-ce que ce ne sont pas les représentants du peuple qui jouent les seconds rôles, puisque l'initiative devait être la sienne? Bon, en fait, vous savez, le président, les questions d'actualité figurent, c'est une disposition du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la 11e législature qui a intégré donc cela dans le règlement intérieur. Normalement, ça doit se faire tous les mois. Je déplore le fait que pendant 10 mois, on n'ait pas pu voir le chef du gouvernement et le gouvernement à l'Assemblée. Je salue le retour parce que cela ne fera que renforcer la démocratie sénégalaise, même si cet exercice devrait être donc amélioré au fil du temps. C'est vrai, on va nous dire que c'est tout juste un départ, parce que les autres l'avaient inscrit dans le règlement intérieur, mais ils ne l'avaient pas encore mis en œuvre. Donc la mise en œuvre, je pense que devrait être revue pour que nous puissions avoir un dialogue beaucoup plus fort avec le gouvernement. Je voudrais en tout cas, pour ce qui est de la sortie en tout cas de la séance de cette semaine, saluer la hauteur que le chef du gouvernement a pris à la fin de la séance. Il s'est adressé, je pense, au de perchoir de l'Assemblée nationale, à toute la classe politique et à tout le peuple sénégalais. Et je pense qu'il a dit que le droit de critique devrait être respecté au Sénégal. Et que c'est les critiques objectives qui permettent d'avancer. Pourtant, c'est souvent ce qui divise pouvoir et opposition. Et je pense que le fait de dire, cela diffère de ses sorties précédentes. Je dois dire que j'ai été très désolé, en fait, après sa conférence de presse de l'époque, qui s'est terminée par des menaces. Aujourd'hui, je pense qu'il a saisi l'opportunité pour dire nous avons besoin, nous tous, de nous écouter, que ceux qui critiquent puissent avoir le droit de critiquer, que ceux qui défendent le régime le fassent, mais que c'est dans les critiques objectives et constructives que nous allons faire avancer ce pays-là. Et cela, je voudrais le féliciter, l'encourager à aller dans ce sens, parce que qu'on soit de l'opposition, du pouvoir, ou même qu'on soit du groupe de la majorité et qu'on veuille exprimer ses positions, nous le faisons tous dans l'intérêt général de ce pays-là. Oui. Et c'est malheureux que quand nous voyons l'arrogance des fois avec laquelle certains de nos collègues se comportent envers leurs propres collègues, tout simplement parce qu'ils pensent que c'est cela le jeu. En tout cas, je salue cela. Oui. En dehors de ça, il y a des questions importantes qui ont été posées. La question de Petro-Tim. Oui, mais s'agissant de l'intérêt national, ce grand oral est-il bénéfique au bon fonctionnement de ce pays? Je pense que, comme je dis, c'est un départ. C'est un départ que nous avons commencé l'année dernière. Et je pense qu'il faut, il faut que cet exercice soit consolidé et renforcé. Je pense que, pour l'instant, on peut penser que c'est juste une opération de communication que fait le gouvernement, effectivement. Mais il faudrait qu'on aille de l'avant et que cela soit l'occasion. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai entendu l'opposition porter des questions d'intérêt national, pas seulement des questions politiciennes ou des questions de politique politicienne, cela montre que cet exercice est important. J'ai entendu Mamadou Diop Decroix parler
de la déforestation en Casamance. J'ai entendu ma sœur Aïda Mbodj féliciter le gouvernement pour les mesures qui sont prises pour renforcer la sécurité dans ce pays, bien que j'ai entendu aussi notre collègue Thiam dire que la répression de la marche est inacceptable. Et je suis d'accord avec lui, parce que tout simplement, c'est des acquis démocratiques que nous ne saurions accepter de fouler aux pieds. Nous nous sommes battus pour le droit à la marche figure dans la constitution de notre pays. Nous devons préserver ce droit-là et je ne peux pas comprendre qu'un arrêté pris dans ce contexte de combat pour renforcer la démocratie sénégalaise et ce combat-là, qui était porté par tous les leaders qui sont aujourd'hui au sein du pouvoir, dont le président de la République, puisse aujourd'hui être ressuscité pour être... Vous faites référence à l'arrêté Ousmane Ngom. Ah, bien sûr, bien sûr. Justement, cet arrêté est-il acceptable en 2016, surtout avec les événements qui se sont produits en 2012 durant les élections? Mais je dis que c'est juste malheureusement un recul démocratique. Je rappelle que tous ces leaders-là, en tout cas moi personnellement, j'ai cheminé avec l'opposition de l'époque et nous avons eu à marcher jusque devant le ministère de l'Intérieur. Nous avons eu à marcher... En 2012 durant le règne de Wade. Nous avons marché jusqu'au ministère de l'Intérieur, nous avons marché jusque devant Sorano et à la veille des élections de 2012, nous avons vu nos leaders quitter le domicile de Dansokho pour aller à l'obélisque et de l'obélisque rallier la place de l'Indépendance où chaque jour ils organisaient des sittings pour protester. Il y avait des manifestations. Des manifestations pour protester. Donc moi je pense que on ne peut pas renier ou nous ne pouvons pas faire comme si nous étions amnésiques. Nous nous sommes battus pour... Vous vous adressez aux leaders de l'époque qui sont maintenant aux commandes. Bien sûr que je le rappelle que c'est des questions que nous avons portées, sur lesquelles nous nous sommes battus. Et je pense que c'était pour avoir des acquis démocratiques que personne ne devrait aujourd'hui chercher à anéantir. Donc moi je pense que la liberté d'expression, la liberté de marche, vous savez aujourd'hui, c'est comme sur ce plan-là, il y a un recul, c'est indéniable. Et je pense que il faut la posture aujourd'hui du PEM au Parlement me rassure et je pense qu'il faudrait la déclaration du président de la République aussi disant que oui, sur la marche devrait être une déclaration sincère et devrait l'amener lui à faire de telle sorte que cela ne se reproduise plus. Ces bombes lacrymogènes, ces grenades, c'est tout cet arsenal qu'on a utilisé pour réprimer des citoyens sénégalais. Mais ça a coûté combien? Ça a coûté, vous savez qu'une grenade lacrymogène va coûter au minimum 45 000 francs. Ils en ont utilisé combien? Combien ce jour-là? Nous avons dénoncé les matraques électriques de Wade. Nous étions avec eux. Et le camion Dragon. Le camion Dragon, nous avons dénoncé tout cela. Mais ça ne doit pas être vain. On ne peut pas être dans un éternel recommencement. Ce que nous demandons aux autorités, c'est d'encadrer la marche. Et ce que nous demandons aussi à l'opposition, c'est d'être, en tout cas, de prendre toutes ses responsabilités pour que les marches se passent dans la sérénité. Ce qui me pousse à vous poser la question, à savoir qu'est-ce qui a changé entre-temps? Sur ce plan-là, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Et j'ai peur qu'on ne soit même en train de reculer. Le ministre de l'Intérieur a dit tout à l'heure que sur 700, je ne sais plus combien de demandes de marche, il y avait juste 0, même pas 1% de refus. Mais on a l'impression que c'est le contraire. Parce que c'est plus ou moins souvent des refus que nous entendons. Alors que c'est une question constitutionnelle qui est réglée par la Constitution. Est-ce que la Constitution
va s'appliquer sur certaines parties du territoire et ne pas s'appliquer sur d'autres parties du territoire. C'est vrai, il y a la menace sécuritaire qui est là aujourd'hui, mais je pense que notre devoir, c'est de nous assurer que toutes les dispositions sont prises pour permettre à l'opposition sénégalaise ou à des citoyens sénégalais. Parce que j'ai vu que même une marche ou un sitting sur les APE a été refusé ou réprimé. J'ai vu tout à l'heure, en sortant de l'Assemblée nationale, qu'un leader de l'opposition Ousmane Sonko qui voulait parler à la presse, dans la rue, a été donc empêché par les forces de l'ordre. Mais dans la rue... Est-ce normal? Mais je pense que ce n'est pas normal. Ou bien il n'avait pas sa place à l'Assemblée nationale. Bon, ça c'est à lui d'apprécier. Je ne peux pas. Mais vous, en tant que député, mais l'Assemblée. Vous lui reconnaissez ce droit de vouloir s'adresser à la presse? Je le reconnais à tout le monde le droit de venir à l'Assemblée nationale. Il y a une tribune pour les citoyens sénégalais qui veulent venir à l'Assemblée suivre les débats. Tant que les débats ne sont pas à huis clos, il y a des dispositions du règlement intérieur qui disent si les débats sont à huis clos, qu'on les fasse à huis clos. Mais là, les débats sont publics. Comme si vous allez au palais de justice. N'importe qui peut y aller. Bon, à la sortie, si dans la rue, un journaliste vous interpelle, mais c'est votre droit absolu de parler. Et je pense qu'aujourd'hui, le message du PM, j'espère, sera entendu par tout le monde, par toutes les composantes de ce pays, par les forces de l'ordre aussi, et par surtout le ministre de l'Intérieur. Je pense que, en tout cas, je l'apprécie beaucoup, parce que nous l'avons eu à l'Assemblée nationale comme ministre du Budget. Nous apprécions son humilité, nous apprécions son écoute, parce que nous sommes restés avec lui quand il était ministre du Budget. Pendant des jours. Et que pensez-vous de cette requête de l'opposition qui voudrait que Abdoulaye Daouda Diallo ne puisse pas organiser les élections? Bon, moi je pense que c'est une requête que nous avions effectivement portée aussi quand nous étions à l'opposition contre Wade. Et nous avons eu Ousmane Ngom qui a organisé des élections que nous avons contestées. Et Wade qui a eu à mettre en place à la fin de son régime, de son règne, Monsieur Cheikh Gueye comme ministre chargé des élections. Mais je pense que c'était juste pour faire... parce que Cheikh Gueye était sous la coupe de qui, vous savez, du ministre de l'Intérieur. Ça, c'était clair. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on juge le ministre de l'Intérieur sur la base des élections qui sont déjà organisées. Nous avons eu à par rapport au référendum, on a eu à aller comment aux élections. Vous le jugez? Moi, le référendum, j'ai voté non. Parce qu'il y avait dans le projet des questions sur lesquelles je n'étais pas d'accord. Maintenant... Le jour du scrutin, il y a eu beaucoup de couacs soulignés par les opposants. En tout cas, je sais qu'on n'a pas râlé après les élections législatives. On a salué l'organisation des élections locales et c'était le même ministre. Maintenant, on a fait le référendum. Cette question de différence de nombre de bureaux de vote doit être clarifiée. Je suis d'accord avec l'opposition. Nous voulons une démocratie forte. Cela doit être clarifié. Maintenant, je voudrais en profiter. Dans la foulée, votre avis sur les 4 points d'achoppement? En fait, je venais à ça, parce que tout simplement, je pense que pour moi, les cartes, cet exercice, pour moi, est important pour le Sénégal et pour la démocratie sénégalaise. La refonte du fichier? La refonte du fichier, parce que, vous savez, le plus grand problème, c'est qu'on on va aujourd'hui consolider la carte d'identité et la carte d'électeur. Moi, je pense que cela est important. Et dans cette carte biométrique, y intégrer même des données sanitaires. Des données que si son groupe sanguin est sur sa carte, mais que Dieu nous en préserve, il faisait un accident, on peut tout de suite, avec sa carte d'identité... Et cette question, demander aux gens s'ils votent ou pas? Moi, je pense qu'il faudrait, je pense qu'il faudrait inscrire tout le monde et que
les gens, s'ils veulent aller voter, qu'ils aillent voter. S'ils ne veulent pas aller voter, qu'ils n'aillent pas voter. On doit permettre à tous les Sénégalais, parce que quelqu'un peut aujourd'hui penser qu'il ne veut pas voter, parce qu'il est dégoûté par des choses, mais que demain, il se dise qu'il va exercer son droit citoyen sur cette carte d'identité, mais qu'on lui permette d'avoir un bureau de vote, de pouvoir voter. Bon, sauf que si lui-même, il dit que ne me mettez nulle part, moi, je ne peux pas comprendre qu'en tant que citoyen, en tout cas pour moi, cela doit être encouragé. Moi, je pense que c'est un exercice important qui peut mettre fin. N'est-ce pas, c'était une requête que vous avez eu à formuler dans le passé. Les cartes, ça peut mettre fin à toutes ces polémiques sur la transparence du fichier, sur ces questions qui nous retardent chaque année. Parce que ça nous permet, parce que je ne pense pas que quelqu'un aura ici 2 pièces d'identité, quelqu'un aura les mêmes caractéristiques pour être un doublon dans le fichier parce qu'on va prendre ses 10 empreintes, on va prendre des éléments biométriques qui permettront de l'identifier lui seul. Je pense que cela doit contribuer. Maintenant, ma crainte, c'est que est-ce que ce processus va être bouclé d'ici les prochaines séances. Cela, c'est un problème. C'est la question qui taraude tous les esprits. Fondamentale. Et je pense qu'il faudrait rassurer les gens. Mais sur le contenu, sur l'exercice, moi, je suis d'accord fondamentalement qu'il faut mettre fin. Maintenant, le bulletin unique aussi. Mais c'est moi, je pense qu'on n'a pas... C'est une requête que vous avez eu à formuler dans le passé. Mais je suis pour le bulletin unique. Pourquoi vous le refusez maintenant en tant que mouvance présidentielle? Non, moi je ne parle pas au nom de la mouvance présidentielle. Je suis considéré comme un électron libre parce que peut-être parce que j'exerce ce droit de dire ce que je pense. Mais je pense aujourd'hui fondamentalement que dans ce contexte de rareté des ressources, dans ce contexte où les priorités sont énormes pour notre pays, nous n'avons pas à jeter de l'argent par la fenêtre en multipliant le nombre de bulletins de vote par le nombre de listes ou par le nombre de candidats multiplié par le nombre d'électeurs, des millions et des millions qui vont finir dans la rue pour servir de support pour vendre des cacahuètes. Quand même, il faut qu'on soit responsable. Dans beaucoup de pays de la sous-région, sont au bulletin unique. Aujourd'hui, il faut qu'on aille vers le bulletin unique. Nous voulons qu'il y ait une transparence dans les élections, mais c'est cela qu'il faut faire. Je suis d'accord pour qu'on mette les cartes demain. Chacun aura sa carte. On ne va pas faire le tour du monde pour dire aux gens allez retirer vos cartes d'électeurs. Parce que les gens vont vouloir avoir leur pièce d'identité, parce que c'est fondamental, c'est avec ça qu'on va les identifier. Mais quand même, que le bulletin unique soit un acquis. Enfin, on ne peut pas quand même être laissé en rade par des pays qui nous ont toujours vus comme une vitrine de la démocratie en Afrique. À ce rythme-là, cette vitrine, en tout cas, devient de plus en plus craquelée et ce serait quand même malheureux. Oui, honorable député Hélène Tine, il y a quelques mois, vous aviez eu à saisir le bureau de l'Assemblée nationale pour demander à l'État de s'expliquer dans l'affaire Big Togo. Quelle suite a été donnée? Mais je voulais même rebondir. Merci de me donner l'opportunité, Ndeye Fatou, sur cette question. C'est toujours les questions de transparence. L'affaire Big Togo est énorme. Moi, j'ai envoyé une question écrite depuis, je pense, le 7 mai 2016 au gouvernement. Et selon la loi, selon les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le gouvernement doit me répondre dans les 30 jours. J'avais envoyé 2 questions écrites, une sur le code de la presse. Je salue le ministre de la Communication qui a répondu avec diligence et qui a avancé dans le processus. Parce qu'à mon retour de pèlerinage, j'ai vu qu'il a tenu même un atelier avec la presse, avec tous les acteurs pour valider le contenu. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont, mais ça, c'est déjà un pas important. Mais sur l'affaire Big Togo, je regrette, c'est silence radio. Je n'ai reçu aucune réponse du gouvernement. Mais j'attends cette réponse-là. C'est une question qui relève de la loi. De la même façon qu'on vient faire un exercice aujourd'hui de communication
donc pour évoquer les questions d'actualité, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale s'applique à tout le monde. C'est une loi qui s'applique à tous les gouvernements. Peut-être que le suivi n'a pas été opéré au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale a transmis au gouvernement. Sinon, les deux questions sont parties le même jour. C'est au niveau du gouvernement aujourd'hui que le problème se pose. En tout cas, nous attendons de pied ferme le gouvernement. Il faut que cette question soit clarifiée. La question de Big Togo, la question de Petro-Tim devrait être clarifiée. Oui, le débat très passionnant, agité autour du pétrole et gaz sénégalais, a débouché sur une plainte du principal concerné, Franck Timis, contre 11 personnalités sénégalaises. Comment vous l'appréhendez? C'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Parce qu'aujourd'hui, sur cette question, vous savez que hier seulement, j'ai vu qu'au Burkina Faso, le Parlement s'est saisi de questions identiques, a mis en place une commission d'enquête parlementaire. Beaucoup de nous l'avons proposé. Moi, avant d'aller en pèlerinage, j'ai été invité de la rédaction dans une télévision de la place. Et le 22 août, j'avais proposé déjà qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire. J'avais interpellé le président de l'Assemblée et tous mes collègues. D'autres aussi l'ont proposé. Aujourd'hui, les leçons nous viennent du Burkina. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et concernant... Ce qui veut dire que les affaires sont à la traîne au Sénégal. Mais, en tout cas, je parlais de vitrine de la démocratie qui commence en tout cas. Mais dans cette affaire-là, la leçon qui nous vient du Burkina concernant la même personne montre qu'aujourd'hui, en tout cas, nous attendons que la justice aujourd'hui nous permette de clarifier cette affaire-là si le Parlement n'a pas pris ses responsabilités à temps pour mettre en place une commission d'enquête. Parce que vous savez, dans la disposition du règlement intérieur de l'Assemblée aussi, quand une affaire est pendante devant la justice se saisit d'une affaire, on ne peut plus créer de commission d'enquête parlementaire, malheureusement. Ça veut dire que nous avons raté le coche dans ce domaine-là. Maintenant, nous attendons, nous pensions que l'OFNAC allait pouvoir clarifier cette affaire, mais vraisemblablement, il semblerait en tout cas que cette question fasse partie des questions qui fâchent et qui ont donc amené l'OFNAC aujourd'hui dans la situation où elle se trouve. Et l'opposition qui exige la restitution par Franck Timis de 30% sur les parts qui lui ont été concédées, a-t-elle raison? Moi, je pense que d'abord, cette comment dirais-je, plainte de Franck Timis est inacceptable. C'est inacceptable. Je pense que les gens ont voulu peut-être utiliser Franck Timis, mais c'est aujourd'hui l'intéressé qui représentait, en tout cas l'employé de Franck Timis au Sénégal, qui devrait le faire. Aliou Sall. Mais c'est clair. Et je pense que c'est quand même malheureux que l'arrogance de Franck Timis que j'ai suivi, c'est inacceptable. Le fait qu'il a titillé l'opposition sénégalaise. Mais pas l'opposition seulement. Pas l'opposition seulement. Même son employé qu'il a plus ou moins traité de conducteur de vélo pour déposer d'un facteur donc à vélo pour lui déposer son courrier, plus ou moins. Cela est quand même malheureux. Et le fait qu'il même décide qu'au Sénégal, c'est tel avocat qui est le meilleur, mais c'est quand même grave. En tout cas, moi, je suis choqué quand je suis rentré et que j'ai vu les proportions que cela prenait, et que quelqu'un, non content de chercher à s'accaparer des ressources de notre pays, fasse preuve d'autant d'arrogance sous notre nez et sous notre barbe. Cela, je pense que c'est très grave.
Je pense que nos ancêtres sont en train de se retourner dans leur tombe parce que Sénégal nag luñ ko xamee woon mooy fulla ak fayda ak jom, mais que quelqu'un vienne ici et vouloir nous dicter, en tout cas vouloir nous traîner dans la boue, je dis lu mu ko jaral moom suñu alal jooju nañu ko jaral. Donc cette affaire, en tout cas, nous comptons aujourd'hui sur la justice. Si nous n'avons pas pris nos responsabilités en tant que Parlement pour faire comme le Burkina, nous comptons sur la justice pour que ces ressources qui appartiennent à tous les Sénégalais et qui peuvent changer le vécu des populations sénégalaises, que cela soit clarifié. Je pense que c'est le président de la République qui doit être le premier à vouloir cela. Oui. Ça y est, la liste des 150 membres du Haut Conseil des collectivités territoriales a été publiée, mais l'arrivée de cette nouvelle institution crée une zizanie, on peut dire, dans quelques formations politiques, à l'image du Parti socialiste, mais aussi de Bokk Gis Gis dirigé par Pape Diop. Votre impression là-dessus? Bon, c'est une institution à laquelle je ne crois pas. J'ai décidé de voter non au référendum parce que j'avais vu venir. Pour moi, la création de cette 4e institution de la République n'avait pas sa raison d'être, et que ces ressources pourraient être utilisées à d'autres fins sur des questions plus importantes et plus prioritaires. C'est comme si on ressuscitait le Sénat en l'appelant autrement. Le Sénat même avait 100 membres, aujourd'hui on est à 150 membres. Le budget du Sénat était de 7 milliards, aujourd'hui on est à 6,5 milliards, plus la commission pour le dialogue des territoires qui constitue un doublon dirigé par Djiboka, et je ne comprends pas la raison d'être de cette commission qui va plus ou moins, qui peut être considérée comme une commission, une sous-commission au niveau du Haut Conseil. Si on est logique avec nous-mêmes, on lui donne un budget de 300 millions. Ça veut dire qu'aujourd'hui on est à 6 milliards 800 millions c'est entre le Haut Conseil et cette commission. À côté, il y a le ministre des collectivités locales. Voilà, ça veut dire que bon, le ministre même, bon, on peut dire que c'est autre chose, mais cela, pour moi, pose problème. Dans un contexte où les collectivités locales peinent à payer les salaires, peinent à améliorer le vécu des populations, je ne peux pas comprendre qu'on crée une institution budgétivore et lui donner 6 milliards de budget avec 500 millions de fonds politiques. Mais cela, je pense que ça fait partie des ruptures que nous attendions. Donc, pour moi, ce n'est pas d'abord les querelles politiciennes dans les appareils, moi, qui m'intéressent, parce qu'il y en a partout. Aujourd'hui, tous les gens, les mécontents que vous entendez élever la voix. Oui, il y a aussi Macky 2012. C'est pour dire, on m'a zappé. Alors, on avait appelé les Sénégalais au pencho, mais aujourd'hui, on continue le patio de plus belle. On continue le patio de plus belle. Le Haut Conseil n'est rien d'autre, je l'ai dit quand on votait la loi, qu'un réfectoire comme Djiboka, c'est lui qui disait à l'époque que le Sénat était un réfectoire pour caser la vieille clientèle socialiste de l'époque. Aujourd'hui, je dis que c'est la même chose pour le Haut La nomination de Ousmane Tanor Dieng, vous y voyez une récompense politique ou bien un choix méritant? Bon, vous savez, mérité. Vous savez, bon, moi, je ne peux pas commenter cette nomination-là parce que je ne suis pas en phase avec la mise en place. Je prie pour eux. J'espère qu'ils vont me convaincre demain par rapport à cette de cette institution-là. Mais je pense que ce soit Tanor Dieng ou d'autres leaders de sa génération, ils ont quand même tout reçu dans ce pays-là. Ils ont occupé les plus hautes responsabilités dans ce pays. Et que ce n'est pas une institution contestée par beaucoup de Sénégalais qui se posent la question de savoir son utilité, qui devrait en tout cas
les faire bouger ou les faire plancher. J'ai rappelé récemment oui. Que, vous savez, nous tous, on était à Benno Siggil Sénégal. Et nos leaders, s'ils n'ont pas pu s'entendre, c'est que chacun disait qu'il voulait être président de la République ou rien. Oui. D'ailleurs, Barthélémy Diaz nous a fait une confidence disant que Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng s'étaient chamaillés pour cette question de qui va être le président et l'autre va diriger l'Assemblée nationale. Au final, on les voit tous deux occuper deux institutions qui secondent. En tout cas, s'ils avaient accepté de faire les compromis à l'époque, je pense qu'il y avait beaucoup de chances pour qu'aujourd'hui, qu'ils dirigent le pays et au lieu d'être... en tout cas, de jouer les rôles qui sont en train de... Les seconds rôles. Ouais. En début de semaine, le tronçon Diamniadio AIBD a été réceptionné, 1600 francs CFA et 1400 francs en quittant Dakar. Cela nous ramène à 3000 francs, un tarif exorbitant ou bien abordable comme prix. Exorbitant, des faits. Vous savez, moi, je viens de Thiès presque tous les jours. En tout cas, à ce rythme-là, je pense que nous tous, nous allons nous appauvrir. Moi, en tout cas, nous qui habitons, qui traversons l'autoroute tous les jours, je pense que je salue la réalisation de cette infrastructure. Parce qu'effectivement, je l'ai dit, je pense que c'est avec le tronçon Patte d'Oie, Diamniadio, Patte d'Oie, plus ou moins, je ne dirais même pas Diamniadio, parce que c'était à Bargny. Oui. C'était au niveau de Bargny un peu plus, que nous avons eu nos premiers kilomètres d'autoroute. Et c'était malheureux, depuis l'indépendance, 1960. Je pense que ça, il faut le saluer. Saluer cette œuvre qui a été d'abord porté par le président Wade et que le président Macky Sall continue aujourd'hui. C'est ça aussi la continuité donc dans une république. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que cela risque de servir seulement aux gens qui en ont les moyens. C'est-à-dire d'être une autoroute vraiment des riches. Parce que le petit tronçon qu'on a rajouté après le dernier péage que nous traversions à 400 francs, aujourd'hui de là à l'hôpital d'enfants de Diamniadio, c'est juste à l'entrée de Sébikotane, oui. Mais nous coûte 800 francs, nous qui allons vers Thiès. Quand on descend, nous payons 800 francs de plus. Ce qui nous fait 2200. 1000 francs au premier péage, 400 au second péage, 800 au péage de Sébikotane, ce qui fait 2200. Aller-retour, ça nous fait 4400. C'est quand même exorbitant. Oui. Et vous me dites, je n'ai pas encore pris l'axe qui va jusqu'à Signa, oui. Mais je dis que c'est excessivement cher. On dit qu'il faut que les investisseurs rentabilisent l'infrastructure parce que ça a été construit donc sur la base d'un partenariat public-privé et que oui, il y a la sécurité, il y a la rapidité, mais tous les Sénégalais veulent profiter de cette sécurité-là, oui. Veulent profiter de ces infrastructures. Il ne faut pas que ce soit une infrastructure inaccessible aux Sénégalais lambda. En tout cas, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut continuer à se battre pour que les coûts baissent, parce que je pense que c'est l'autoroute la plus chère au monde. Oui, je vous remercie, honorable député Hélène Tine. Je rappelle que vous êtes membre du groupe Benno Bokk Yakaar et que vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. Mais merci beaucoup Ndeye Fatou, c'est la première fois que je viens à l'émission Opinion. Oui. J'ai participé à plusieurs émissions ici à Walfadjri et c'est un plaisir, ça a été un plaisir pour moi de venir à votre émission.
Et c'est un plaisir partagé puisque vous êtes la troisième femme à être reçue dans l'émission Opinion et nous espérons qu'il y en aura d'autres au cours des émissions qui se profilent. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à Cheikh Tidiane Ndiaye qui l'a réalisé du point de vue technique. Merci à Ndella Mar pour les soins esthétiques, Oustaz Assane Diouf pour la coordination et Ousseynou Sall pour la décoration. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.